Bien, bonjour à tous. Nous allons reprendre le cours de cette journée. Deuxième journée du festival Building Beyond. Je suis heureux de vous accueillir, vous, ici à Léonard Paris, dans le 12e arrondissement, vous aussi qui nous suivez en ligne. Nous continuerons notre exploration de ces enjeux des ressources en se posant la question de la façon dont on peut mieux gérer de façon plus durable l'ensemble des ressources dont dépendent nos économies, nos industries, nos déplacements, les bâtiments que nous construisons. Et vous vous en souvenez, pour ceux qui avaient eu la chance d'être là depuis hier, autour de ces trois grands verbes d'action: prolonger ces ressources, remplacer pour utiliser des substitutions, et puis potentiellement les régénérer. Ce sera notamment l'objet de la journée de demain. J'espère que vous serez nombreux aussi à revenir ici dans le 12e arrondissement. Comme ce matin, je vais laisser la place à un animateur de choc de choix pour cette séquence sur la décarbonation des énergies, la dépendance aussi de nos économies à l'ensemble de ces matières premières. Et c'est Vincent Géré. Je vous souhaite une très bonne après-midi et puis profitez de ces échanges riches, je l'espère, de cet après-midi. Merci à vous. Merci à toi, bonjour à tous, ravi d'être avec vous, et 2050 NAO est vraiment ravi aussi d'être partenaire d'un beau festival, et puis d'évoquer avec vous et surtout avec nos excellents panélistes la question des ressources, des matières premières. On disait avec Yves tout à l'heure, enfin c'est lui qui le disait, qu'en fait les matières premières tiennent un peu l'équation du monde aujourd'hui. Il y a des matières premières et des ressources qu'on utilise sans tenir compte à la fois de leur impact négatif et du fait que nous sommes dans un monde fini. Et puis il y a d'autres matières premières dont on a besoin, un besoin absolument crucial pour réussir la transition et pour avancer la transition. Et ces matières premières posent aussi des problèmes. Elles sont sur des marchés qui sont très fluctuants, très volatiles, et qui sont pris surtout dans la tourmente de la géopolitique. Et c'est aussi une des questions qu'on va traiter voilà, avec nos panélistes excellents que je vais vous présenter. Et puis, on aura l'occasion aussi, si vous le souhaitez, de pouvoir peut-être interréagir. Vous pourrez aussi poser des questions à nos deux spécialistes que je présente. Yves Gégourel, qui est professeur titulaire de la chaire économie des matières premières et transition durable au CNAM. Il est co-directeur de Cyclope, et on se disait, en fait, cette semaine, c'est le moment Cyclope. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas Cyclope, c'est vraiment la référence, j'allais dire la Bible en matière de matières premières et de ressources. Chaque année, on attend le volumineux livre que Yves va vous présenter dans quelques instants, et surtout qui, vraiment, de façon très exhaustive, très fine, avec les meilleurs experts français, fait le tour de chacune des matières premières en expliquant son marché, sa problématique, et aussi, bien évidemment, dans ces chocs géopolitiques que nous connaissons. Donc, à côté d'Yves, je vous présente Patrice Geoffron, que vous connaissez forcément, qui est directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'Université Paris-Dauphine. Et Patrice ne va pas rougir si je dis qu'il a été l'un des pionniers des économistes qui se sont intéressés vraiment parmi les tout premiers à la question de l'énergie, de la transition, de lier énergie et climat. On peut dire, sans que ce soit le sujet du jour, que la recherche académique en économie a sans doute pris du retard. Elle a mis du temps vraiment à s'intéresser à ces sujets, à prendre en compte la question du monde fini. Et il semble aujourd'hui que ce sujet soit en voie de rattrapage, ce qui est une bonne chose pour les sciences économiques, qui doivent pouvoir aussi nous aider dans cette transition. Voilà comment ça va se passer. Je vais d'abord laisser Yves vous parler pendant une quinzaine de minutes. On appelle ça une keynote, je crois. Donc, et puis ensuite, Patrice prendra le relais pour nous parler des nouvelles frontières énergétiques. Et puis ensuite, j'aurai le plaisir d'animer un échange entre nos deux experts, et puis de prendre des questions aussi du public, de façon à répondre le mieux possible aux questions que vous posez, aux attentes que vous avez en venant participer à ce débat aujourd'hui. Yves, c'est à toi, nous sommes tout oui. Merci Vincent, merci Julien, je suis extrêmement heureux d'être devant vous aujourd'hui dans ce cadre magnifique, heureux d'avoir donc ces 6 heures devant nous pour vous faire toute l'exégèse autour de l'économie des matières premières. Alors vous le savez, quand vous êtes keynote avec cet anglicisme, il ne faut pas vous rater au début, il faut être inspirant immédiatement, avoir la bonne phrase et surtout l'élément clé,
c'est d'être optimiste dans le discours. Alors tu évoquais, Vincent, le rapport Cyclope. Sur l'optimisme, on est vraiment bon, je voudrais partager ça avec vous, c'est-à-dire qu'on a une petite coquetterie intellectuelle, littéraire, c'est qu'on emprunte à une œuvre artistique, un roman le plus souvent, un titre qui va être notre sous-titre pour le rapport Cyclope, l'idée étant d'illustrer la réalité du monde, en tout cas celle des marchés mondiaux de matières premières. Et donc dans cet optimisme débordant qui est le nôtre, l'année 2023, c'était les Cavaliers de l'Apocalypse. Et pour 2025, nous avons choisi un vers d'un sublime poème d'Hérédia, Je vous vois faire la moue, effectivement sur l'optimisme, puisque c'est le piétinement sourd des légions en marche. Donc vous voyez que pour commencer de manière positive ce discours, ça va être très compliqué. Alors je me suis dit que j'allais peut-être changer d'approche et que j'allais vous parler d'un objet éminemment stratégique, éminemment passionnant, qui est cette capsule de café. Voilà le sujet qui sera le nôtre pendant un quart d'heure, 20 minutes, voire 6 heures, je ne sais pas. Parce que cet objet, il est extrêmement représentatif de ce que sont les matières premières. Cet objet, je vous dis qu'il est éminemment stratégique et forcément, vous doutez de mon discours, puisque on l'a au quotidien, c'est à la fois bien utile, mais enfin, reconnaissons, me semble-t-il, que c'est très éloigné des préoccupations technologiques, sociétales, politiques, environnementales de notre temps. Donc là, je m'apprête à vous parler de rien. Voilà, ce qui est quand même un concept assez intéressant. De rien ou de presque rien, puisque cette capsule de café est représentative de ce que sont les matières premières. Je vous demande de changer un tout petit peu de regard sur cette capsule de café. D'abord, c'est du café, bien évidemment. J'ai taquiné Julien parce que, vous voyez, j'ai ma propre capsule, je me balade toujours avec ma capsule de café, mais j'ai pris un café ici et je vois marqué dessus « Ristretto Intenso ». C'est du café, mais finalement, dans notre forme de négligence au quotidien, on ne se pose pas la question, ou pas toujours, il y a du café du Guatemala quand même, hein, mais on ne se pose pas la question de l'origine. Mais le café, c'est quand même beaucoup de choses. Ce sont des pays producteurs. Ce sont des hommes et des femmes qui vont cultiver ce café. Donc vous voyez, dans notre acte du quotidien, ne pas faire attention à ça, c'est un point problématique, me semble-t-il. Et puis là, je vous parle du contenu. Mais peut-être que le contenant est bien plus important que le café. J'ai ici de l'aluminium. L'aluminium, ça n'arrive pas de rien. C'est de la bauxite. D'où vient cette bauxite? D'Australie peut-être, de Guinée, avec une explosion des volumes de production de la Guinée pour alimenter le marché chinois. Une bauxite qui sera transformée en alumine. Alumine qui sera transformée en aluminium primaire. Vous devez savoir que sur l'aluminium primaire, pour une tonne, c'est 15 000 kWh. Donc je ne tiens pas ici entre le pouce et l'index du café, je ne tiens pas un métal, je tiens un concentré d'électricité derrière cet objet insignifiant. Et si je détiens un concentré d'électricité, alors c'est peut-être du recyclé, espérons-le, mais si c'est de l'aluminium primaire, la question qu'on doit se poser, c'est évidemment quelle est la génération électrique utilisée pour produire cet aluminium primaire. En d'autres termes, d'où vient cet aluminium? Marché mondial de l'aluminium, 70 millions de tonnes. 38 millions de tonnes en provenance de Chine avec un power mix, avec un mix énergétique ultra carboné. Entre 60 et 70% de la production d'électricité utilisée pour l'aluminium, c'est du charbon. Si je vais vers l'Amérique du Nord, l'Europe ou la Russie, je vais vers l'hydroélectricité, donc avec un bilan carbone bien plus favorable. Et donc finalement, derrière tout ça, je pose la question du bilan CO2 associé à cet aluminium.
Et vous voyez pourquoi est-ce que je vous parle de matières premières. J'aurais aimé vous interroger, avoir votre définition sur ce que sont les matières premières. Et probablement que vous m'auriez dit, bon, un produit du sol et du sous-sol, sans cette dimension stratégique que j'évoquais. Mais je l'affirme avec force, mesdames et messieurs, je détiens entre le pouce et l'index une partie des équilibres du monde, puisque la question environnementale est comprise dans cette capsule de café. Alors, nous parlons de transition énergétique. Cette transition énergétique, elle est évidemment déterminante. Elle a, à mon sens, 5 piliers. Premier pilier de la transition énergétique, et je dis bien transition énergétique, je ne vais pas dans la transition environnementale, je reste dans une approche un peu réduite. Et je vais faire beaucoup de raccourcis. Mais le premier pilier, c'est probablement l'électromobilité. Mon véhicule électrique, de manière très schématique. Et ce véhicule électrique, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait une batterie lithium-ion. C'est-à-dire qu'on va avoir immédiatement, dès le premier pilier, un effet de nouvelle dépendance aux ressources minérales. Nous parlons ici de territoire. Nous avons, dans notre transition énergétique, une dépendance extrême au sous-sol. Parce que ma batterie lithium-ion, c'est du lithium, c'est du cobalt, c'est du nickel, c'est du manganèse. La demande de lithium va exploser. x10, x15, si nous voulons aller dans ces objectifs de décarbonation, dans des proportions moindres pour le nickel et le manganèse. Le cuivre est extrêmement présent dans mon véhicule. Il y a en moyenne 4 fois plus de cuivre dans un véhicule électrique que dans un véhicule à moteur thermique. Donc, électromobilité veut dire ressources minérales. Deuxième pilier de la transition énergétique, la promotion des énergies renouvelables. Mais si tu veux plus d'énergie renouvelable, il faut plus de solaire, il faut plus d'éolien offshore. Il faut donc plus de silicium, plus de terres rares pour les aimants permanents et une nouvelle fois plus de cuivre. Dépendance aux ressources minérales. Troisième pilier de la transition énergétique. Tu vas consommer plus d'électricité. Tu vas produire plus d'électricité décarbonée. J'inclus le nucléaire, sans vouloir aller dans les polémiques. Il faut que cette électricité circule. Il vous faut donc plus d'infrastructures de transport, de vecteurs énergétiques durables, schématiquement, plus de réseaux électriques. Et donc, à nouveau, plus de cuivre. Pas de métaux, pas de transition énergétique. Alors, je vous ai parlé de 5 piliers. 2 piliers vont réduire ces tensions extrêmement fortes sur les ressources minérales. Le premier pilier, c'est bien évidemment le recyclage. Sur le cuivre, nous ne passerons pas sans le recyclage. Nous ne passerons pas. La demande de cuivre est appelée à être multipliée par 2,5. C'est rien par rapport au lithium. Oui, mais le lithium, on part de rien. La problématique du cuivre n'est pas celle du lithium. La problématique du lithium, c'est aura-t-on du lithium suffisamment à temps avec des sources acceptables. La problématique du cuivre, c'est est-ce qu'on en aura suffisamment. Donc vous voyez tout l'enjeu du recyclage. Sauf que même avec le recyclage, on ne passe pas suffisamment. Voulant dire que le 5e pilier de ma transition énergétique, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous surprendre, c'est la sobriété. Mais attention, quand on me parle de sobriété, on m'a beaucoup parlé de sobriété énergétique, mais je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de sobriété matière. Je vais continuer à taquiner Julien. Vous voyez, j'ai quand même une pancarte. Hein. Si je vous dis que moi j'adore les voitures, je trouve ça génial, c'est des trucs de gamin. Je ne suis pas très fort en physique, mais a priori, si j'ai un Hummer ou un SUV de 2,5 tonnes, même électrique, franchement, je ne vais pas trop dans le sens de la transition énergétique. Vous me suivez ? Mais quand je pose cette question-là, je pose la question des usages, je pose la question de la sensibilité que chacun a à ses ressources minérales, cette conscience. Et je pose la question des usages, je pose la question de l'équité.
Parce qu'effectivement, peut-être que quelqu'un qui est dans une zone rurale aura besoin d'un véhicule un peu plus important que moi. Donc vous voyez qu'on a tellement de progrès à faire là-dessus, et ce progrès, il passe par l'action citoyenne, mais sur des termes très clairs, avec un engagement extrêmement important. Sur des sujets compliqués, je le pense, la transition énergétique passe par plus de mines, par exemple. Plus de recyclage, mais plus de mines, parce que c'est la seule façon d'être en cohérence. Mais vous voyez que le sujet est extraordinairement compliqué. En retour, on ne peut pas se contenter d'être dans un véhicule électrique, alimenté par du nickel indonésien, par du cobalt de RDC et d'autres, sans s'interroger sur le coût environnemental de cette batterie, même si elle est à l'étranger. Donc vous voyez que cet élément est important, extrêmement important. Et derrière ça, il y a un combat, de multiples combats. Mais celui dont je voudrais vous parler, c'est la dimension géopolitique. Nous sommes entre deux mondes, souhaitons-le. C'est-à-dire, je vous ai donné, en fait, vous ne m'avez pas interrompu, mais Patrice, tu vas me corriger, je vous ai donné une mauvaise définition de la transition énergétique. Je vous ai dit plus d'électromobilité, je vous ai dit plus de renouvelables, mais en réalité, c'est un effet de substitution. C'est plus de renouvelables et moins de fossiles, plus de véhicules électriques et moins de véhicules thermiques. Il n'est pas certain que nous soyons dans ce schéma-là. Et vous voyez, dans la politique, par exemple, de Trump, la complexité, c'est que les États-Unis sont les champions des énergies fossiles. Et en face, sur ces fameuses ressources minérales qui sont tellement nécessaires pour notre monde de demain, il y a la Chine. Et donc, il y a techniquement, et il faudrait qu'on place l'Europe dans tout ça, mais l'affrontement de deux superpuissances. Ça, c'est un élément absolument déterminant. La Chine maîtrise l'intégralité des chaînes de valeur des ressources minérales et les États-Unis, dans l'approche trumpienne, vont chercher à contrecarrer cette offensive. Quels sont les enjeux derrière tout ça ? Premier enjeu, me semble-t-il, concilier ambition environnementale et pragmatisme économique. C'est-à-dire que nos ambitions environnementales vers la décarbonation, il faut évidemment les affirmer en toute cohérence. Mais néanmoins, je pense que la transition environnementale ne fonctionnera pas si les équilibres économiques ne sont pas respectés. Ça veut dire qu'on a un vrai problème, me semble-t-il, en Europe, autour de la maîtrise des coûts énergétiques. On ne peut pas se contenter de parler des énergies renouvelables. Aujourd'hui, l'Europe, Patrice en parlera bien mieux que moi, on reste biberonné au gaz naturel. Biberonné. Donc oui, évidemment, une façon de sortir de cette dépendance au gaz, je précise, je suis trop long, Vincent, ça va ? Non, ça va. Ok. La problématique des énergies fossiles n'existe pas en tant que telle. Vous avez d'un côté la problématique du pétrole et des dérivés pétroliers dans le transport, et de l'autre côté la problématique du gaz naturel et du charbon dans la génération électrique. Aujourd'hui, mettons la particularité française de côté, mais au niveau européen, on reste encore ultra biberonné au gaz naturel. Donc oui, accélérons les énergies renouvelables, mais on fait quoi entre les deux ? Le prix du gaz naturel détermine le prix de l'électricité et donc détermine notre efficacité industrielle en large part. L'impasse pour l'Europe, c'est qu'une façon potentielle de réduire le coût du gaz et donc réduire le coût de l'électricité serait d'avoir des contrats long terme sur le gaz naturel liquéfié. Nous sommes passés d'une dépendance du gaz russe à une dépendance au gaz américain. Reconnaissons que dans le contexte actuel, ce n'est pas génial cette dépendance au gaz américain. Et puis les prix, on parlait d'instabilité, de marché des ressources imprévisibles, les prix sont extrêmement variables. Donc une façon de lisser cette variabilité des prix serait de partir sur des contrats de long terme sur le gaz, des contrats à prix fixe ou à prix indexé. Mais ça veut dire pour l'Europe afficher quelque chose qui est inacceptable, qui est une politique gazière sur 20 ans. Pour autant, réindustrialisation, coût de l'énergie, différentiel de compétitivité par rapport aux États-Unis, c'est une question. L'autre question sur ambition environnementale et pragmatisme économique.
c'est que le monde des matières premières, ça part dans tous les sens, dans tous les sens. Je peux vous dire que le cuivre, nous allons en manquer, que le nickel, le lithium, nous pourrions en manquer. Ce n'est pas pour autant que je suis en train de vous dire que les prix vont monter de manière linéaire, bien au contraire. Parce que le cuivre, c'est un marché janusien. Le cuivre répond, oui, à nos problématiques environnementales, mais c'est aussi les questions de l'urbanisation. Et donc, quand la Chine éternue, c'est le marché du cuivre qui tombe. Quand Trump nous balance le Liberation Day avec ses droits de douane, tout le monde se dit, bon, ok, mais la croissance économique mondiale, c'est terminé. Hein, on part à la cave, et ça va être la même chose pour les Chinois. Et là, vous avez, en quelques jours, un cuivre qui passe de 10 000 $ la tonne à 8 500 $ la tonne. Avec autant de volatilité, comment est-ce que vous pouvez faire? Le lithium, je vous ai bien affirmé que c'était une ressource minérale ultra stratégique. Oui. Et pour autant, entre 23 et 24, moins 57% sur le prix du lithium. Donc on est en train de développer des projets sur l'exploitation de lithium dans l'Allier. On a un groupe français qui est en Argentine. Eh oui, mais sauf qu'on fait comment par rapport à ça? Si vous avez par exemple que de l'actionnariat privé, il risque de dire bah non, aujourd'hui c'est pas rentable, ou en tout cas ton projet d'investissement il est extrêmement risqué, donc j'y vais pas. Donc ça pose la question du rôle des pouvoirs publics et de l'engagement plus fort encore. On va dans le bon sens, mais il faut un engagement considérable des pouvoirs publics pour permettre à ce que les entreprises puissent finalement regarder cette volatilité et ne pas regarder court terme pour s'orienter vers le long terme. Il y a la question aussi des normes environnementales. L'Europe est très forte sur les normes environnementales, c'est une bonne chose, il faut cette excellence environnementale, mais il y a la question de l'applicabilité de ces normes environnementales, il y a la question de l'équité vis-à-vis de ces normes. L'idée de dire que l'Europe va être un modèle, à la fois je trouve ça bien, mais en même temps, si vous avez pareil un différentiel, au final, soit vous avez un consommateur qui va se dire bah, moi je suis prêt à payer un surcoût pour la valeur environnementale de mes produits, soit vous partez à la concurrence et in fine, votre problématique environnementale, elle va être dans une situation compliquée. Donc vous voyez qu'il faut vraiment piloter ça, et puis à nouveau, il y a la problématique du gaz naturel. Dernier point sur lequel je voudrais insister. Le monde se replie. Et derrière l'idée qu'on va avoir une demande extrêmement forte pour les ressources minérales, il y a une course à la sécurisation. Je vous l'ai dit, les opérateurs chinois ont la main mise sur un grand nombre de chaînes de valeur, et en retour, les États-Unis et l'Europe se disent bah non, on ne peut pas être dans cet état de dépendance, et donc on va sécuriser nos approvisionnements. Mais il me semble qu'il y a une ambiguïté fondamentale que le politique n'adresse pas ou ne veut pas adresser sur cette question de sécurisation. C'est qu'il faut être, compte tenu d'une ressource rare, d'un optimisme débordant pour considérer que les tensions sur l'accès à la ressource se régleront uniquement dans le cadre de guerres commerciales. Parce que, et je voudrais terminer là-dessus, Trump a fait tomber les tabous. Nous sommes aujourd'hui dans une étape, et je vais boucler avec notre sujet sur les territoires, où la notion de territoire vient heurter de plein fouet ces marchés mondiaux de matières premières auxquels nous nous sommes accoutumés. Dans une logique souvent positive, c'est un territoire à respecter. La mine, c'est une chose, mais évidemment, il faut qu'il y ait une excellence environnementale. Ce sont des territoires à valoriser. La Nouvelle-Calédonie, les territoires locaux, avec la redistribution, par exemple, des taxes. C'est l'exemple de la politique industrielle de l'Indonésie. L'Indonésie a fondé sa politique industrielle sur la transformation des ressources minérales. Ce sont également des territoires probablement à reconquérir. L'Europe, la France avait une usine de terres rares. C'est aussi la question, ne nous limitons pas aux matières premières stratégiques, la sidérurgie européenne. Mais Trump nous signale que ces territoires à valoriser, à respecter, à reconquérir, ce sont aussi des territoires que l'on peut annexer ou asservir. Et donc on a, note pas très positive, mais on a parfois un retour de l'histoire dans sa forme la plus crasse, qui est celle des empires, avec l'idée d'asservir pour
servir un objectif de puissance industrielle. Aujourd'hui, Trump, dans un executive order, n'hésite pas à aller sur le deep sea mining, donc l'exploitation des fonds marins, n'hésite pas à positionner, rendez-vous compte, mesdames et messieurs, le raffinage des métaux sur des bases militaires, parce qu'on peut s'affranchir, le nombre de terrains à disposition de l'armée militaire est extraordinaire, donc on s'affranchit des normes environnementales. Et Trump, dans ce logique-là, est à la fois dans une logique de valorisation des énergies fossiles, parce que la puissance américaine est liée à ça, et en même temps à gagner du temps, parce que les ressources minérales, c'est avant tout la Chine. Le sous-sol ukrainien, Trump nous raconte n'importe quoi sur le sous-sol ukrainien. Il n'y a pas de terres rares de produites en Ukraine. Il n'y en aura pas, le temps de la mine, c'est 10 ans. Il ne raconte n'importe quoi sur les gisements. Le gisement, au sens ukrainien du terme, c'est un gisement dans une approche soviétique. C'est-à-dire quand vous dites gisement en Ukraine, vous dites juste qu'il y a peut-être quelque chose dans le sous-sol, il y a peut-être des terres rares. Mais il n'y a pas de valeur économique dans tout ça. Alors qu'au sens occidental du terme, un gisement, ça a une valeur économique. Mais finalement, on s'en fiche. Ce n'est pas le truc important. Trump signale que l'aide américaine sera dépendante de l'accès au sous-sol. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Et je terminerai par une note. C'est vraiment la fin. Ok, c'est la fin. Mais non, ce n'est pas la fin, c'est que le début. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'embête. Vous voyez, on parlait du rapport Cyclope, et ça a été dit maintes fois lors du colloque Cyclope, c'est la fin du multilatéralisme. Effectivement, le multilatéralisme ne va pas bien. L'OMC est quasiment morte. Et pour autant, pensez à la façon dont l'Europe s'est reconstruite. L'Europe s'est construite sur un idéal de matière première, la CECA. Il faut tout faire aujourd'hui pour croire, et donc cette politique de sécurisation, oui, mais attention, il faut tout faire pour croire sur le multilatéralisme. Un multilatéralisme qui va travailler sur le climat avec les COP, on ne va pas discuter de la pertinence des COP, mais qui, dans le même temps, va travailler sur les ressources minérales. Parler du climat, de la transition énergétique, sans parler des matières premières, parce que je ne parle pas des produits agricoles, mais on pourrait en parler également, l'impact du réchauffement climatique sur la disponibilité de la ressource, mais parler du climat sans parler de matières premières, c'est dire on va se mettre au régime ou on va courir un marathon sans parler du programme d'entraînement. Moi, vous me dites il faut que tu te mettes au régime, je dis plutôt oui, puis après tu me présentes le menu, je vais avoir des difficultés. Eh bien, notre rapport aux matières premières, c'est la même chose. La problématique aujourd'hui, là c'est vraiment la fin, la dernière phrase, c'est que dans les années 50, notre distance aux matières premières n'était pas grande. Il y avait le monde agricole qui était là. Lorsque vous avez du smartphone, lorsque vous avez du véhicule électrique, ainsi de suite, la distance par rapport au sous-sol est énorme. Mais le lien est tout aussi fort et il faut que vous preniez conscience de ce lien dans vos actes de consommation et probablement dans vos choix politiques. Je vous remercie. Merci. Je suis sûr qu'à un moment donné, on va reparler aussi de la question du multilatéralisme, qui bien évidemment va nous occuper et fait débat en ce moment. Je vais demander, Yves, de laisser la place à Patrice Geoffron, maintenant, qui va nous parler donc des nouvelles frontières énergétiques. Dans ces nouvelles frontières, sans dévoiler ce que tu vas dire, je crois qu'il y a des éléments de marché, bien évidemment, et puis il y a des éléments de géopolitique. Et le marché et la géopolitique, ça ne fait pas toujours bon ménage. Bonjour, merci Julien de l'invitation. Très heureux de revenir chez Léonard, un endroit extrêmement agréable pour disserter, échanger. Il y a une très bonne cave aussi, ce qui n'est pas toujours cohérent avec l'appel à la sobriété que tu as fait tout à l'heure, donc très, très heureux d'être là à nouveau. Alors, lorsqu'on s'est parlé l'autre fois avec Vincent, on a pris un titre, Les nouvelles frontières énergétiques. La conclusion à laquelle on a abouti, c'est que quoi que Yves puisse dire avant, les nouvelles frontières énergétiques, c'était un thème suffisamment flou pour que je puisse m'adapter. Donc je vais faire au mieux, d'autant que je parle sous le contrôle d'Yves. Je suis un des auteurs modestes de ce pavé, il est encore plus lourd cette année. J'en suis très fier depuis une dizaine d'années, donc avec l'introduction du chapitre énergie, donc je parle sous le contrôle d'Yves, et puis je parle en présence d'un de mes étudiants, Vincent, qui nous a fait l'amitié de revenir un peu à Dauphine quelque temps, pas très longtemps, 2 fois 3 jours, pour discuter gouvernance et climat, et très heureux de pouvoir échanger sous sa haute autorité.
Alors, moi, je vais m'efforcer de... Alors, je ne suis pas venu avec un objet iconique, ou alors il aurait fallu que je vienne avec un baril de pétrole, 169 litres. C'est un peu plus compliqué que cette Nespresso numéro 7. Mais je vais m'efforcer de disserter autour d'un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. Il y a de bonnes raisons d'imaginer que sensiblement, le prix du pétrole et le prix du gaz, dans la deuxième partie de la décennie, soit bien moins cher que ça n'a été le cas au cours de ces dernières années. Et c'est là qu'intervient le paradoxe, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Et je vais m'efforcer de tirer ce fil. Pourquoi c'est pas une bonne nouvelle et pourquoi c'est pas une bonne nouvelle pour nous Européens? Alors commençons par là. Pour nous Européens, je vais faire un petit quiz. Est-ce que vous avez une idée au niveau mondial en termes d'énergie primaire, c'est-à-dire ce qui entre à un moment dans un circuit énergétique de ce que pèsent les fossiles aujourd'hui? Il y a des tas de gens, je reconnais des profils, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ont là. Vous diriez quoi? 30%, 40%, 50%, 80%. Ça, c'était facile. En Europe, alors vous n'avez plus le droit de répondre. En Europe, on est très avancé, on est la zone du monde la plus avancée. En Europe, les fossiles, c'est combien? 70. C'est à peine en dessous. Et en France, alors nous, on est parmi les champions du monde de programmes électronucléaires, etc. Chez nous, c'est combien? 60. Voilà. Donc, première observation, on est très, très, très dépendant aux énergies fossiles. Alors, si vous êtes venu pour entendre ça, vous avez perdu votre temps, évidemment, je ne vous apprends rien. Mais enfin, les ordres de grandeur sont importants, et y compris de se figurer que pour les champions à date de la décarbonation, de l'avancement dans la transition énergétique, on dépend encore, nous en France, et puis globalement en Europe, au moins pour les 2/3 des fossiles. Il y a une raison à cela. Nous sommes les premiers émergents. Nous sommes les premiers émergents. À partir du 19e siècle, on est la première partie du monde à avoir développé un modèle de croissance très rapide. Le PIB mondial aujourd'hui, il est à peu près 100 fois supérieur à ce qu'il était en 1800. Et la création de richesse annuelle, 100 fois, alors ça ne veut pas dire que cette richesse, elle est répartie uniformément, la population mondiale a été multipliée par 10, et nous, les Britanniques dans un premier temps, l'Europe continentale ensuite, ont été les premiers à entrer dans cette dynamique qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire des sociétés humaines. Et on a tout brûlé, à peu près, il reste du charbon, mais où il reste peut-être à 3-4 000 mètres sous Léonard, il y a un mélange de pétrole et de gaz de schiste probablement, mais je ne suis pas certain, je me retourne vers Julien, qui ait des projets en sens d'exploitation. Donc, on se retrouve dans un contexte dans lequel on reste encore très dépendant des fossiles, et dans lequel, eh bien, on n'en a plus sous nos pieds. Et les empires, et évidemment, on s'en réjouit, sont derrière nous, et donc, enfin, sont derrière nous ou devant nous, selon ce qu'on regarde. Mais en tout cas, l'Empire britannique, l'Empire français, etc., sont derrière nous, et donc on n'a pas de ressources externes auxquelles on aurait accès, donc on se retrouve extraordinairement dépendant. Cette dépendance, il faut bien l'avoir à l'esprit. À un moment, encore une fois, on va se retrouver avec ce qu'on appelle économiquement un effet d'aubaine, des prix sans qu'on ait rien fait pour ça, qui probablement vont être plus bas. Un exemple, depuis l'arrivée de Trump, le prix du baril, il flirte avec 60 $. Je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi c'est sans doute durable, alors qu'il était, avant son arrivée, à 80 $ et que, voilà, au moment, en 2022, il est monté à 130, en 2008, il est monté à 148, etc. Donc 60 $ le baril, ça pourrait être une bonne affaire. Et donc il va falloir comprendre pourquoi, étonnamment, il faut que nous soyons vigilants et que nous gardions le cap de la décarbonation malgré ce prix plus bas. Alors pourquoi? Là, je ne vais pas faire de l'histoire longue, je vais faire de l'histoire courte. J'aurais pu me référer, on est un certain nombre, notamment Vincent et moi, à avoir connu les chocs pétroliers des années 70. Ce n'est pas à cela que je vais faire référence. Je vais faire référence à un premier choc pétrolier qui est un choc géopolitique très violent et qui est devenu un choc politique très violent, qui est la crise des Gilets jaunes. On a dit que la crise des Gilets jaunes, et si je faisais un sondage parmi vous, probablement qu'on mettrait tous en avant la taxe carbone. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on a une taxe carbone qui n'était pas énorme et qui est gelée depuis, qui ne l'est toujours pas, eh bien, qui était posée sur un sous-jacent sur lequel on n'avait pas la main, qui est un baril de pétrole, celui que je n'ai pas pu amener. Le prix du baril, entre 2016 et 2018, il a fait x2. Le prix à la pompe, il a monté de manière assez dynamique, évidemment.
Et nos concitoyennes et nos concitoyens qui considéraient que tout cela était économiquement insoutenable sont descendus dans la rue dans les conditions que l'on sait. Et donc tout ça, c'est un choc géopolitique. Si vous avez des questions, on pourra avec Yves vous expliquer pourquoi le prix du baril à ce moment-là s'est mis à remonter. Parce que les Saoudiens et les Russes se sont alliés pour faire l'OPEP+, une grande OPEP avec à peu près 25 membres, etc. Le prix a monté, ça a eu un impact très très fort sur notre histoire récente et probablement marqué une rupture dans la Ve République. Le pouvoir de Macron s'est délité progressivement ensuite. Ça a été le choc initial. Deuxième temps, pour montrer le poids de nos dépendances et l'impact économique, la crise Covid, lorsque vous regardez avec mon équipe, on s'y est consacré, la littérature du monde médical, des gens sérieux, donc pas des économistes ou des gens comme nous, vraiment des gens sérieux, qui font le retour d'expérience du Covid, sans surprise. L'impact du Covid, l'impact sanitaire du Covid a été renforcé par la pollution de l'air. Pas très compliqué à comprendre, vous êtes bien d'accord qu'on est tous pneumologues, on a payé pour ça, ça nous a coûté très cher de faire l'expérience du Covid, et donc on a compris quand même 2-3 trucs en matière de gestion d'une crise de cette nature. Il s'est avéré, il y a beaucoup de travaux qui le montrent, que notamment les métropoles très polluées ont eu un système de santé qui s'est bloqué plus tôt parce que les gens qui vivent avaient des facteurs de comorbidité. Et donc tout ça a eu pour conséquence de nous mettre à la maison le quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte, dans le cas de la France, a été très coûteux. 300 milliards à peu près entre la dette publique avant le début de la crise et la dette publique à la fin de la crise. Et c'est une manière de montrer ce qu'est le coût de nos dépendances aux fossiles. Alors là, ce n'est pas le même type de géopolitique que le choc de 2000, de la crise des Gilets jaunes. Et enfin, troisième temps du raisonnement, en regardant simplement la période la plus récente, eh bien, nos problèmes de voisinage avec Vladimir ont abouti à ce qu'on a encore toutes et tous à l'esprit en 2022, des prix du gaz qui sont multipliés par 10, par 15, un prix de l'électricité qui va à l'avenant pour différentes raisons, et un prix du baril qui monte jusqu'à 130. Pour la collectivité européenne, élargie aux Britanniques pour les besoins du calcul, on considère que ça a coûté en 2022, en bouclier tarifaire, en amortisseur, au moins 600 milliards d'euros, voire 700 milliards d'euros. Vous regardez pour la France le rapport de la Cour des comptes. D'ailleurs, c'est intéressant de considérer que cet amortisseur, donc, qui est simplement la manière de déconnecter le prix de gros qui était devenu fou du prix de détail, celui qu'on paye à la maison ou celui qu'on paye dans les entreprises, même si dans les entreprises, il y a eu moins d'amortisseurs, eh bien, ces 600-700 milliards, ce n'est pas très éloigné de ce que Bruxelles imagine en termes d'investissement en matière militaire. Hein. Donc, ça donne un peu les ordres de grandeur. Donc, premier temps du raisonnement, on est les premiers émergents, on a tout brûlé. Deuxième temps du raisonnement, il y a eu des chocs tout récents dont il faut bien saisir la portée et qui ont fragilisé les économies européennes. Et ces chocs, et notamment notre économie, moi j'ai fait un travail qui essaie de comprendre pour ce qui, dans les 1000 milliards de dettes qu'on a accumulées depuis une bonne dizaine d'années, ce qui aurait pu être évité en étant plus décarboné. Et donc ces dépendances, il faut les regarder, il ne faut pas gâcher une bonne crise de plus, et il faut essayer de comprendre ce qu'a été le prix de nos dépendances. Troisième temps du raisonnement, eh bien, pourquoi est-ce que le prix du pétrole, le prix du gaz, très probablement va être plus bas? Alors je mets de côté l'année 2022, hein, qui est une année évidemment très bizarre, mais plus bas de ce qu'on a pu observer en moyenne au cours de ces 10 dernières années, à l'exception de l'année 2022. Alors d'une part, à cause ou grâce à Donald, je ne sais pas très bien comment le dire, mais pas exactement par les mécanismes qu'on avait pu envisager. On sait que Donald, numéro 1, dit forêt, forêt, forêt. Il n'a pas vraiment forêt beaucoup plus, hein. Donald, numéro 2, dit, en élevant la voix, forêt, 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 foron, foron, foron. Eh bien, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que lorsque vous regardez les statistiques, notamment les travaux du FMI qui font autorité sur ces questions, le FMI nous dit que pour extraire plus de pétrole aux États-Unis, il faut des perspectives de prix du baril plutôt à 80 $. Et là, la zone dans laquelle le prix du baril va se situer est plutôt une zone aux alentours de 60 $. On verra comment ça peut varier autour de ça, mais en tout cas, il y a un prix qui a plutôt décroché et plus aucune garantie et perspective de se retrouver accroché à 80 $. Et puis par ailleurs, Trump
et tu en as parlé dans des termes également assez fleuris, qui n'est pas à l'abri, disons, d'une contradiction, a promis aux investisseurs de s'enrichir en venant forer. Il a promis également à sa base électorale d'avoir un prix à la pompe qui soit plus bas. Et les deux, ça ne marche pas bien. Pour attirer des investissements, il faut des perspectives de rentabilité. Donc évidemment, il va supprimer, d'ores et déjà, il a supprimé dans des décrets d'urgence énergétique, le terme est assez étrange quand on connaît la situation américaine, de supprimer des contraintes réglementaires et de baisser les coûts. Mais même en baissant les coûts, il est assez douteux qu'il y aura des investissements massifs de telle manière à augmenter significativement la production. Alors comment est-ce que le prix du baril va pouvoir être plus bas si la production n'augmente pas ? Parce que le chaos économique qui est créé, et notamment la dislocation des règles du commerce international, et notamment, tu l'évoquais, du multilatéralisme, évidemment, tout ça, ce n'est pas favorable à la croissance mondiale, et en particulier, ça n'est pas favorable à la croissance chinoise, qui est très dense en fossiles de manière générale, et en particulier en pétrole. Donc le prix du baril va être plus bas, pas exactement parce qu'il va relancer les fossiles, mais à minima parce que le bazar, eh bien, et il y a les courbes sont très claires de ce point de vue, tire plutôt la demande et donc le prix vers le bas. Il est assez probable également, pour des raisons un peu différentes, que le prix du gaz va baisser. Alors parce qu'il y a beaucoup de projets d'investissement qui, eux, sont en cours aux États-Unis pour exporter du gaz. Et puis par ailleurs, parce que je vois mal, on en parlait tout à l'heure en préambule, on voit mal, si tu me permets de t'associer, Vladimir venir à la table des discussions et faire la paix en Ukraine sans exiger de réaccéder au marché européen. Donc à l'heure actuelle et tout récemment, il y a un nouveau train de sanctions et puis la volonté de sortir du gaz russe en 2027 des Européens, etc. À la fois c'est souhaitable, mais le pragmatisme va s'imposer, du gaz russe va revenir en Europe. Donc ça va être d'autant plus compliqué de se lier les mains avec les Américains, avec les Russes, alors qu'il nous faudra moins de gaz, mais qu'on va être pris entre ces deux fournisseurs. Mais de fait, de manière pragmatique, le prix du gaz va être plus bas. Alors quand même, un petit caveat, il va être plus bas, modulo le retour de la géopolitique. Alors d'une géopolitique qu'on peut anticiper éventuellement, le Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz. Dans le détroit d'Ormuz, vous avez un cinquième des barils qui sont transportés, qui passent tous les jours. Détroit d'Ormuz et entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, bon, qui sont désormais dans des configurations moins tendues, mais Israël n'est pas loin, on sait ce qu'est la situation. Évidemment, donc, et par le détroit d'Ormuz passe non seulement du pétrole, mais de plus en plus de gaz naturel liquéfié du Qatar, ce qui permet de financer des cadeaux de 400 millions de dollars à Donald Trump en lui offrant des petits avions, ou plutôt un gros avion. Et donc cette zone est une zone qui pourrait, du jour au lendemain, mais vraiment au sens premier du terme, multiplier par 2, par 3 peut-être, le prix du baril, si des tensions se transformaient en guerre. Donc ça peut être une menace qui pourrait peser sur nous et qui fasse qu'il y ait des variations ou un choc à un moment au-delà de la moyenne des prix qui, elle, serait plus basse. Autre type de menace, et on en a eu un signe avant-coureur en 2018, Donald, qui ne s'interdira rien, ne s'interdira pas de faire pression sur les Européens en mélangeant le gaz avec des dossiers commerciaux d'autre nature ou avec des dossiers militaires. Le signe avant-coureur qu'on a vu en 2018, c'est un sommet de l'OTAN qui s'est déroulé à Bruxelles et durant lequel Donald a dit, c'est public, hein, donc je reprends ces mots en étant un peu moins cru, en disant à Angela, publiquement, Angela, tu ferais mieux d'acheter mon bon gaz que le gaz de Vladimir. À cette époque, il n'était pas ami avec Vladimir. Malheureusement, à cette époque, il avait raison. Il aurait mieux valu peut-être c'est au moment du débat sur Nord Stream 2, vous savez, ce grand tuyau qui n'a jamais rien transporté pour les raisons que l'on sait depuis, puisqu'il a fait l'objet avec son ancêtre Nord Stream 1, il a été saboté dans des conditions qui ne sont pas claires. Et donc en 2018, la tension entre la fourniture d'énergie et d'autres sujets, en l'occurrence la problématique de l'OTAN, eh bien, était très clairement posée sur la table. Alors, troisième, quatrième temps et conclusion bientôt, parce qu'il n'y a rien de pire d'être admonesté par un de ses anciens étudiants, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous ?
Alors, je ne sais pas très bien ce qu'on fait, et Yves vous a expliqué les difficultés de la mise en œuvre de la transition. Mais en tout cas, je peux vous dire très concrètement ce qu'il ne faut pas faire. Et déjà, on aura bien avancé. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est considérer que la bonne réponse à ces prix plus bas, la bonne réponse également à la sortie des Américains de l'accord de Paris, c'est de ralentir chez nous d'affadir les objectifs du Green Deal et de ralentir le rythme de la décarbonation. On a bien compris que les différents leviers qu'a évoqué Yves, qui sont les leviers de décarbonation, ils ont tous une grande valeur, qui est une valeur assurantielle, qui est de permettre d'amoindrir des chocs de la nature de ceux qu'on a eu à subir au cours de ces dernières années, si on devait encore les subir. Donc la réponse ne peut pas être « on arrête le Green Deal ». On a entendu des dirigeants d'extrême droite d'un peu partout en Europe tenir ce type de propos au Parlement européen et dire Donald Trump nous met au défi, arrêtons le Green Deal. Ce qui logiquement me semble assez étrange, mais qui continuerait à nous ancrer dans, nos dépendances aux fossiles. Je vous rappelle, 70% du modèle énergétique européen est un modèle qui dépend des fossiles. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait là. Et c'est discuter, essayer de trouver des idées et puis inverser la logique et la logique usuelle. Les Européens se sont engagés collectivement dans la décarbonation dans le courant des années 2000, notamment pour des motifs qui sont des motifs universalistes. Nous avions été les premiers à émettre beaucoup de gaz à effet de serre sur 2 siècles. Il y avait une logique à prendre une part dans l'effort et à être les premiers à en sortir. Or, c'est toujours vrai, mais si on explique ça aux populations européennes, ça ne marche pas. Et donc, il faut expliquer qu'il faut réduire notre dépendance aux fossiles parce que nous sommes en grand danger. Nous sommes en grand danger. Mieux comprendre, et ce sont notamment des travaux d'économistes qui doivent être raffinés, et ça n'est pas le cas encore à l'heure actuelle, l'impact local des mesures de réduction des importations de pétrole et de gaz. Alors l'impact, c'est par exemple l'amélioration de la qualité de l'air. Très compliqué à calculer, mais en tout cas, ce sont des impacts qui sont des impacts locaux. L'impact sur la biodiversité, des travaux auxquels on a eu à réfléchir avec Julien par ailleurs, il y a des investissements qui peuvent avoir un double effet de réduction des consommations énergétiques et d'amélioration également, d'adaptation au changement climatique, notamment des travaux en termes d'efficacité dans le bâtiment. Et sur la base de tout ça, on est également fondé à dire que tout ça assemblé, qui peut permettre de faire un projet, par ailleurs, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais si on raconte l'histoire inversée en disant prenons notre part, sauvons le monde, alors qu'on est globalement, on pèse assez peu, il y a un moment où ça va coincer, on est très très proche du moment où ça va coincer. Et donc il faut inverser le narratif, comprendre ce que, y compris en termes de valeur ajoutée, d'emploi, etc., comprendre ce que chez nous permet de créer ce processus. Toute dernière remarque avant que tu me fasses amicalement les gros yeux. Il y a un point que tu as soulevé, Yves, et sur lequel j'aimerais revenir. Évidemment, il ne faut surtout pas considérer que sortir des fossiles, c'est sortir de l'enfer, et qu'entrer dans le monde post-fossile, c'est l'entrée au paradis. Ça va être... Si vous avez bien écouté Yves, vous avez bien compris que l'histoire n'est pas exactement celle-là. En revanche, ce dont il faut qu'on se convainque, c'est que nous avons, en France, dans l'Europe, dans tous les pays de l'OCDE, il y a une règle commune qui est d'avoir 3 mois de stock de pétrole. Si le pétrole n'arrive plus au bout de 3 mois, rigoureusement, le fonctionnement de l'économie s'arrête, rigoureusement. Au sens premier du terme, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parmi tous les minerais, notamment critiques que tu as évoqués, il ne me semble pas qu'il y en ait pour lesquels l'enjeu soit un enjeu de cet ordre. C'est-à-dire que notre économie s'effondre si nous n'étions plus approvisionnés dans l'un de ces minerais critiques. Donc tout ce que tu nous as dit, évidemment, il faut qu'on s'y prépare. Et tu as évoqué une partie des leviers qu'on pourrait avoir à activer. Mais il ne faut surtout pas considérer que les difficultés du monde des minerais critiques vers lesquels nous allons, et dans lesquels il y aura des chocs, il y aura des crises, puissent nous mettre au même degré de danger que celui dans lequel on était, souvenez-vous, l'entrée dans l'hiver 2022-2023, dans lequel quand même les signaux qui nous étaient envoyés étaient particulièrement préoccupants, et on allait revenir à un monde qu'on a connu au XXe siècle, et celui du délestage et d'avoir à gérer une pénurie d'électricité.
Voilà. Tu vois, quand on pensait qu'1h15 c'était long, mais non, hein, c'est trop court. Et en fait, ça passe très très vite. Et je vais poser une ou deux questions à nos... Voilà, bravo d'abord, cher Patrice. Je vais poser une ou deux questions et puis ensuite je vous ferai signe et voilà, préparez-vous, n'hésitez pas, honnêtement, vous avez la chance d'avoir deux des meilleurs experts sous la main, ils sont là pour vous, profitez-en, c'est une chance unique. Ça me paraissait très important, Patrice, que tu termines par pas cette image, ce factuel, j'allais dire, cette réalité clinique, qui est de dire que si on coupe les robinets, si on nous coupait les robinets, pour bien comprendre cette notion de dépendance, si on nous coupait les robinets du pétrole et du gaz, donc des énergies fossiles, on a 3 mois de réserve et ensuite le pays est en rade, l'économie est en rade. Bon, ça, on sent là quand même l'épée dans les reins que nous avons. Une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, on peut se dire, sortons de ces dépendances, faisons en sorte de ne pas renoncer, etc. Et tu as une formule quand on a préparé cet échange qui m'a paru très bonne. On voit bien qu'on a du mal à convaincre les uns et les autres. Tous les gens qui sont ici, je pense, partagent l'idée qu'il y a une urgence, qu'on n'est pas au bon rythme de la transformation et qu'on voit tout autour de nous, on a chacun d'abord nos contradictions, on fait la leçon à personne, mais qu'on voit autour de nous des gens qui ont beau avoir compris la grande équation, ça ne passe pas, ils ne passent pas là, qui gardent des comportements de consommation, etc., qui font que on reste en phase avec le problème. Et en fait, la façon dont l'éruption de la géopolitique dans cet univers-là montre en fait que le discours qu'on peut tenir est différent. Et tu m'as dit en préparant cet échange, aujourd'hui l'écologie ou la transition, on va dire, énergétique est devenue un sous-produit de la question de notre sécurité collective. Est-ce que tu peux expliciter ça ? Et est-ce que finalement là, il n'y a pas une clé pour faire bouger davantage nos modes de vie, le monde économique, mais aussi les citoyens que nous sommes, vers des logiques de sobriété, un discours qui accrocherait plus et qui correspondrait mieux à l'époque et qui serait moins universaliste peut-être plus concret, plus pragmatique, mais qui toucherait à nos intérêts directs. Oui, je pense qu'on va devoir y arriver. Alors, l'universalisme, c'est merveilleux et évidemment, d'être éclairé par l'esprit des Lumières, et c'est ce qu'on aurait pu imaginer de mieux. Moi, j'ai vu le contexte dans lequel, d'ailleurs, l'esprit des Lumières peut régner. Je fais partie de la petite équipe qui, pendant un peu plus d'1 an, a accompagné la Convention citoyenne pour le climat. 150 personnes, une petite France avec beaucoup de diversité, qui, à la fin, au bout d'une année de palabres, d'affrontements, etc., vote à peu près tout à 95%. L'esprit des Lumières est passé. Il se trouve que notre société, elle ne ressemble pas à ça. Elle ne ressemble pas à ça du tout. Et donc, moi, je pense que l'idée simple à laquelle il faut qu'on se réfère, c'est une idée qui avait été mise en avant par Janet Yellen, une haute responsable américaine il y a quelques années. Qui a dirigé la Banque centrale notamment. Voilà, en disant il faut désormais, dans un monde géopolitique aussi compliqué, faire du commerce entre amis. Le problème, c'est que dès lors que les Américains ne sont plus vraiment nos amis et qu'on doit faire du commerce pour importer, nous Européens, nos 70% de fossiles, où sont nos amis ? Et il n'y en a pas beaucoup avec lesquels on puisse avoir des relations commerciales énergétiques sur le fondement simplement des lois du commerce. Pendant la crise, on a eu, la Norvège qui a fait beaucoup d'efforts pour nous produire plus. Donc il y a vraiment eu une réaction amicale, mais qui en passant ne nous a pas vendu du gaz à prix d'amis. Voilà. Donc dans ce monde dans lequel, dans le top 3 des fournisseurs de pétrole, de gaz, etc., vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez le Moyen-Orient. C'est compliqué d'être dans ce type de dépendance. Donc si on n'est pas aveuglé par ça, eh bien on se condamne à revivre au premier grand écart et qui sera nécessairement devant nous ce qu'on a vécu en 2022. Alors je me tourne vers Yves en prolongeant cette question au fond. Tu as parlé du multilatéralisme et mis le vœu, je ne sais pas s'il est pieux ou pas, mais qu'il y ait, on voit bien sur ces sujets qui sont systémiques, où il y a des intérêts contradictoires, mais il peut y avoir des intérêts partagés, on aurait intérêt à avoir des règles communes, à garder des mécanismes communs de régulation et donc une forme de multilatéralisme. J'ai échangé hier avec un expert en géopolitique à qui je posais cette question-là justement. Et il me disait, au fond, il y a un scénario qui est possible, c'est qu'on ait les États-Unis d'un côté,
qui se replie, qui joue une carte de réindustrialisation, je le dis de manière neutre, sans avis particulier sur le sujet. Mais les États-Unis, c'est 13% du commerce mondial. Et au fond, il y a 87% du commerce mondial qui ne dépendent pas des États-Unis, qui ne transitent pas par les États-Unis, sur lesquels les États-Unis n'ont aucune prise. Et lui décrivait la décennie qui vient comme un monde multilatéraliste. Et donc, au fond, il y aurait un monde à deux vitesses, ce qui tourne autour des États-Unis et ce qui tourne autour du reste du monde. Est-ce que, évidemment, c'est une question qui vaut cher, donc on fait de la prospective, mais est-ce que finalement, il y a dans le champ des matières premières, pour revenir à celui qui est le tien, des possibilités d'accords, de régulation, de règles du jeu, qui ne soient pas simplement la loi du plus fort, qui ne soient pas simplement l'objet de conflits géopolitiques, qui ne soient pas dans des logiques de prédation. Et est-ce que ça permettrait de réguler l'offre, la demande, les prix, et en tout cas d'éviter la volatilité et l'imprévisibilité pour des investisseurs qu'on a besoin et qui sont essentiels à la transition? Oui, j'ai bien conscience que je te pose quand même une question un peu vaste. Peut-être prends-tu celui-là, si ça marche mieux. Vaste question, j'avoue que je ne suis pas sûr de pouvoir te répondre. Et je ne suis même pas sûr d'ailleurs de comprendre ce que tu dis. Ok. Sur en tout cas l'analyse de la personne. Ce qu'on voit, les États-Unis d'un côté et puis le reste du monde de l'autre, c'est pas ce que j'observe. Par contre, il y avait un terme qui était très à la mode il y a 15 ans, qui était ringard il y a 5-6 ans et qui maintenant est extrêmement à la mode, c'est les BRICS. Et clairement, on voit... Ils reviennent, ils se réaffirment dans le cercle mondial. Derrière les droits de douane, ainsi de suite. Il y a une recomposition. Pour vous donner un exemple, on voit des deals extrêmement importants entre la Russie et la Chine sur l'aluminium que j'évoquais. On voit des deals sur les engrais. J'aimerais dire peut-être quelques mots sur les engrais. On voit la même chose sur l'Inde. Donc, je ne suis pas sûr d'être... tout à fait en phase avec les notions de sud global. Avec tous ces pays-là, il y a peut-être des accords possibles. On voit bien que la Chine, la présidente de la Commission européenne était en Inde. D'une certaine manière, le blocage américain ou le chaos américain fait qu'on renforce nos liens. Alors, pas forcément avec des pays amis, ils ne sont pas tous amis, mais avec des pays avec lesquels on peut peut-être commercer. Oui, mais, attention, parce que lorsque tu parles de commerce mondial, en fait, on a eu une première phase qui était la mondialisation où on va abaisser les droits de douane. Donc là, ça n'a pas posé de problème et il me semble qu'économiquement, on peut considérer que le commerce mondial, avec tout le débat autour des inégalités, mais il a été favorable. Par contre, on a eu un deuxième sujet qui était la question des normes. Et donc là, derrière ce que tu évoques, c'est très bien le commerce, mais pour quelles normes? Et clairement, il n'y a pas eu de convergence de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce que le GATT, l'OMC, ainsi de suite, s'est finalement fracturé? Parce que parler, une fois que tu as mis les droits de douane de côté, parler des normes, c'est parler de choix de société extrêmement importants. Donc, ça, je suis moins sûr, mais bon, c'est le dialogue entre les nations. Je voudrais revenir sur ce que tu as évoqué, Patrice, parce que en t'écoutant et en réfléchissant à ce que j'ai dit, je me dis, en fait, je ne devrais pas être là. Trop tard. Je ne devrais pas être là, et je ne dis pas ça pour vous provoquer, mais en fait, parce que moi, il y a un truc qui m'angoisse, et je pense que vous allez partager cette angoisse, c'est la montée des populismes, la montée, en fait, une vérité qui est perdue. Et je dis qu'on ne devrait pas être là parce que tout notre raisonnement, tout ce qu'on développe ici, on fait appel à votre, j'allais dire votre intelligence, mais à votre rationalité, à votre conscience. Et aujourd'hui, ça, moi, c'est ce qui me fait très peur parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de symbolique associée aux matières premières. Tu parlais des gilets jaunes. Je vous parlais des engrais. Vous pouvez dynamiter des campagnes en faisant flamber le prix des engrais. Regardez ce qu'a fait Milei en Argentine. C'est le premier truc qu'il a fait. Donc, en fait, il y a plein de variables dans les matières premières qui sont des variables de déstabilisation aux mains de pays qui pourraient le faire.
Et donc derrière cette déstabilisation se pose la question dans la transition énergétique du rôle de l'État. Je voudrais revenir là-dessus. C'est-à-dire que oui, tu as 1000 fois raison, c'est-à-dire que jamais la baisse du prix des énergies fossiles, et ne vous trompez pas dans mon analyse, ne peut être une bonne nouvelle. L'augmentation des prix des énergies fossiles, c'est une destruction de la demande, c'est un accélérateur. Mais la question, c'est aussi qui porte le coût associé à ça. Et souvent, on fait un peu trop le pari, derrière les normes, derrière tout ça, de dire finalement, il y a de l'intelligence et moi, je vais accepter de payer mon véhicule électrique européen plus cher parce que c'est cette valeur environnementale. Alors, il faudrait déjà discuter de est-ce que la plus grande valeur environnementale impose un surcoût, mais peut-être qu'à gros traits, à ce niveau de discussion, on pourrait le reconnaître, mais ça reste une hypothèse forte parce qu'on est quand même dans un contexte où la question du pouvoir d'achat est hyper importante. Et tu parlais des boucliers. Aujourd'hui, sur la variabilité du prix des matières premières, les dispositifs qui ont été mis en place, qui étaient extrêmement ambitieux, mais ça restait des dispositifs conjoncturels. Et pour moi, il faut plus d'État dans la protection du consommateur, dans l'accompagnement du consommateur. Tu parlais de sécurité, la sécurité sociale. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais il me semble qu'il y a une sécurité sociale parce qu'individuellement, il n'y a pas de prise en compte suffisante des risques. Tu n'as pas individuellement cette capacité-là. Donc l'État, comme l'assureur en dernier sort, oui, on va dire, des risques, est dans une période de transition. Voilà, mais juste, je termine, et on a quand même la contrainte financière derrière tout ça. On a l'ambition politique, donc il faut vraiment du programme derrière ces éléments-là. Et dans cette montée des populismes, on peut vite casser la machine. Allez, c'est à vous. Est-ce qu'il y a une première question Monsieur. Bonjour, merci pour la richesse de vos échanges. J'avais quand même une interrogation sur la prévision d'une stabilité dans les décennies à venir de prix des hydrocarbures à 60 € le baril, 60 $, pardon. Que pensez-vous de l'analyse de quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici qui, lui, affirme que ça y est, on a passé le pic de consommation, enfin de production et de consommation, et que forcément, mécaniquement, la production va baisser, donc mécaniquement le coût va augmenter. Alors, j'ai sans doute été imprécis, je me garderai bien d'offrir une garantie décennale et pour les décennies, voire les siècles des siècles, dire que ça coûtera 60 $. En revanche, il y a des prévisions, notamment celles de l'AIE, etc., qui sont significativement plus basses, et c'était d'ailleurs la perspective avant même l'arrivée de Trump. Et moi, le point que je surajoute consiste à dire que le stress sur la demande est plutôt de nature à tirer vers le bas le prix. Et il se trouve que les décisions récentes qui ont été prises par l'OPEP sont un peu à contretemps. En tout cas, il y a peut-être une volonté stratégique derrière d'augmenter la production dans cette période où il n'y avait pas d'évidence sur la nécessité. Donc lorsqu'on combine tout ça, il y a de bonnes raisons d'imaginer, mais peut-être que pour Building Beyond l'an prochain, on se réunira avec un prix à 120. On peut pas exclure cette éventualité. Mais le consensus, il est plus bas. Et peut-être pour préciser la question de monsieur, pour te relancer sur un des aspects dont tu n'as pas parlé, c'est l'histoire du pic du pétrole conventionnel. On ne parle pas du pétrole de schiste ou du Shell, mais vraiment alors ce fameux pic, parce qu'effectivement Jean-Marc Jancovici et Mathieu Ozano y reviennent régulièrement. L'économiste spécialisé que tu es, on dit quoi ? À l'évidence, il ne nous a pas explosé aux yeux, si je puis dire, premièrement. Deuxièmement, il me semble qu'il faut plutôt accorder de l'attention à un débat qui est plus difficile, évidemment, sous l'ère Trump, qui est le pic de demande plutôt que le pic d'offre, et il y a de bonnes raisons d'imaginer. Et tu nous avais réunis aux Échos avec Patrick Pouyanné, on a eu l'occasion de discuter avec lui, et en tout cas, la vision totale est une vision dans laquelle l'une des perspectives, c'est de voir arriver également sans doute le pic de demande avant le pic d'offre. Si je peux rajouter, il y a un équilibre extrêmement subtil. Quand je vous disais que Trump doit ralentir la transition énergétique, c'est que si vous voulez garantir, en lien avec les dangers que tu évoques, si tu veux garantir que tes énergies fossiles vont rester, tu as plutôt intérêt à les laisser abordables et donc à alimenter le marché. Plus les énergies fossiles sont abordables, plus tu auras la tentation de les utiliser. Et donc il va aller sur cet équilibre-là. Quand je dis ralentir, c'est qu'il se fout encore une fois de la transition énergétique. Il a compris quand même que la révolution numérique, on n'en parle pas suffisamment, c'est les ressources minérales. Il ne veut pas laisser
laisser les ressources minérales, les métaux, c'est un symbole absolu. Et donc, il ne peut pas laisser à la Chine cet élément-là, mais il a besoin de temps. Et donc, pour avoir besoin de temps, il a développé toute cette stratégie ressources minérales que j'ai évoquée. Et en même temps, il doit biberonner le monde aux énergies fossiles et créer une forme d'illusion avec le sens politique. Demain, finalement, le gaz est là, la tentation sera d'y aller, évidemment. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas. Monsieur, au premier rang. Oui, je voudrais revenir à peut-être quelque chose de plus terre à terre, de sémantique. On parle de décarbonation ou défossilisation. Moi, je préfère le terme de défossilisation parce qu'en fait, même quand on utilise ou consomme des biocarburants, on émet du CO2 biogénique par rapport au CO2 fossile. Pour moi, décarbonation, même nous émettons du CO2 quand on respire. Donc je pense que ça serait, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait peut-être plus clair dans l'esprit des gens si on parle de défossilisation. On a bien là le rapport en fait aux énergies fossiles, donc que ça soit du pétrole ou du gaz, du méthane fossile, parce qu'on a également le méthane biogénique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Oui, c'est une question d'unité en réalité. C'est-à-dire comment on raisonne en équivalent CO2, c'est le terme qui est utilisé, mais vous avez raison. Puis de toute façon, ce n'est pas qu'une problématique effectivement de CO2. Je ne sais pas si vous avez vu la grande problématique autour des fuites de méthane. Enfin bref, il y a plein de sujets, mais vous avez raison. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, vous avez raison. En tout cas, il faut se désinvestir. Non, mais la réponse est oui. La réponse est oui. Voilà une réponse efficace. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Pas de questions. Alors moi, je vais en poser une à Yves sur un sujet dont on a parlé, mais que tu n'as pas eu le temps d'évoquer. Tu m'as dit en préparant, il faut quand même que en Europe, territoire plus petit évidemment que la Russie, les États-Unis ou la Chine, mais on se réconcilie avec l'industrie minière. L'industrie minière, on l'a un peu chassée de nos espaces culturellement. On a considéré que les mines, c'était pas beau, que ça faisait des dégâts environnementaux. Et puis, on a laissé aussi partir les raffineries. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut beaucoup d'énergie fossile pour aller embarquer des minerais en Chine qui vont être raffinés là-bas et qui vont éventuellement revenir sur le continent européen. Là, cette réconciliation, c'est quand même un gros challenge culturel, non ? Oui, et on n'est pas aidé. Alors quand même, avant de parler de ressources primaires et de mines, reparlons, je vous l'ai dit, de sobriété. Plus il y a l'effort de sobriété, moins il y a de tension sur la ressource, et donc moins il y a de tension sur les ressources primaires. Même chose sur le recyclage, avec des enjeux absolument majeurs. L'avenir du cuivre, c'est évidemment le recyclage, mais compte tenu, alors il faudra qualifier l'explosion de la demande, mais compte tenu de ce qui va arriver, effectivement, la ressource primaire est importante. Et c'est ce que je vous disais à la fin, c'est-à-dire que dans ma capsule de café, vous n'avez évidemment pas la perception, ce qui est logique, de la bauxite guinéenne. Quand on parlait des data centers, nos jeunes qui sont, nous-mêmes sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, on n'intègre pas évidemment la dépendance ressources minérales. Donc c'est très facile en réalité de prendre une trottinette électrique, c'est très facile, c'est le bouquin de Pitron, La guerre des métaux rares. Enfin, j'ai horreur quand on parle de guerre des matières premières, je trouve que c'est un poncif et c'est bien plus compliqué que ça, mais Révolution au bout d'un clic, son dernier bouquin, oui, l'immatériel a une dimension matérielle. Ce qui est nouveau, c'est que la technologie nous a éloignés de cette réalité minière, et donc il faut en prendre conscience. Les médias, c'est pas moi qui le dis, je travaille un peu avec l'école des mines, et les médias, c'est compliqué. Il faut sortir des images un peu faciles. Les matières premières, vous êtes pénible quand vous voulez parler de matières premières parce que vous n'avez pas le temps d'expliquer tout. Enfin bref, quand vous faites une interview sur France 2, c'est 5 secondes. C'est pénible, et donc il faut des images qui parlent. Et donc vous avez encore quand il y a la mine, un gars qui va être avec une pioche sur
sur l'épaule. Bon, bien sûr qu'il y a des choses, des problématiques minières. D'abord, il y a la mine artisanale, il y a la mine industrielle. Celle de l'Allier a fait débat, Bien fait sûr, encore débat. Mais bien sûr, et ce qui est normal, c'est-à-dire Une mine qu'il y ait une pression de lithium, hein. environnementale Oui, de c'est une mine de lithium qui est lithium. basée sur une mine de kaolin, parce que la mine, c'est pas que la mine, c'est des eaux, c'est de l'utilisation de ressources, donc la sobriété, elle est à tous les niveaux. Ce que je dis juste, c'est que tu ne peux pas affirmer un goût pour l'électromobilité en te fermant les yeux et en disant bon, c'est pas grave, je vais prendre du nickel indonésien. Je rappelle que l'Indonésie n'était pas loin de rebalancer les tailings, les déchets miniers, en mer. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème. En fait, tu fais ça, c'est fait ailleurs. Mais sauf que notre problématique environnementale, ce n'est pas une problématique française, ce n'est pas une problématique européenne, c'est une problématique mondiale. Et c'est pareil, c'est aussi cette question autour de la gouvernance et de la négociation internationale sur les matières premières. Je veux même aller plus loin. Tu parlais des énergies fossiles et du passif. Moi, je pense qu'il y a une question clé qui est quel est le montant, mais vous voyez que la contrainte financière fait qu'on est plus que dans l'utopie, quel est le montant que nous donnons aux pays en développement, à l'Afrique, pour que les énergies fossiles restent dans le sous-sol, tout simplement. Mais vous imaginez bien qu'on est à des années-lumière de ce genre de choses, puis ça n'arrivera pas, donc c'est même pas la peine de l'évoquer. Mais vous voyez, donc il faut de la cohérence dans nos choix. C'est trop facile d'être éloigné des matières premières et de ne pas assumer ça. Et donc ça passe effectivement pour partie par la réhabilitation des mines. Ensuite, demain, effectivement, il y a une mine au bout de mon jardin. Je ne veux pas être super heureux, je reconnais. Voilà, on a le droit chacun à nos contradictions. Sauf si vous avez encore un demi-mot à ajouter. Oui, moi je veux bien ajouter alors vas-y. un demi-mot puisqu'il nous reste 6 minutes 28, 27. Moi j'ai 3 minutes. Mais d'accord, ok. Alors vraiment un demi-mot. On a laissé un peu les États-Unis et sur ta question là, qui était une question assez compliquée sur laquelle j'ai pas plus les idées claires qu'Yves, mais j'aimerais souligner un point. Donc ta question, c'est est-ce qu'on peut pas laisser les Américains s'isoler et s'amuser à l'isolationnisme et puis faire du multilatéralisme entre gens raisonnables. Alors moi je pense que non, pour différentes raisons. D'une part parce que ce qui se passe aux États-Unis, me semble-t-il, est un temps. Or, ce temps, il va avoir des effets de traîne et des effets très longs. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer que sur des cycles et des cycles électoraux, ce qui a été initié par les États-Unis se poursuive. Notamment parce qu'il y a de bonnes raisons d'imaginer qu'il y a un impact assez fort avec la promesse qui a été faite par Trump à son électorat de faire l'Amérique plus belle encore, elle ne soit pas au rendez-vous. Par exemple, voilà, il va y avoir une force de rappel par le panier du ménager ou de la ménagère. On le voit d'ores et déjà, et puis des comportements d'épargne, de protection, parce que l'état de la bourse risque d'avoir un effet à la baisse sur les pensions, etc., etc. Donc, j'ai un peu de mal à imaginer que cette affaire conduise à prospérer aux États-Unis et que des gens au moins aussi fous que lui succèdent. En revanche, ce qui va durer, et ça met beaucoup de temps à se reconstituer, c'est que finalement la confiance qui avait été bâtie et le soft power américain, sur 80 ans, ce capital, il a été dilapidé. Et quel que soit le profil du président ou de la présidente qui lui succédera et qui cherchera à donner des garanties peut-être, et notamment à se réallier avec les Européens, il y aura de la méfiance et cette méfiance, elle va durer. Économiquement, cette méfiance, par exemple, elle se traduit dans le WACC, le coût du capital. Il y a désormais aux États-Unis, et si on regarde les choses avec un peu de recul, c'est totalement invraisemblable, il y a ce qu'on appelle un risque pays. Un risque pays. Le risque pays, si vous n'êtes pas familière ou familier, c'est finalement le surcoût ou le risque additionnel qu'on met à aller dans des endroits un peu bizarres, etc., dans lesquels on n'a pas les meilleures garanties institutionnelles, où on n'a pas des règles de droit. Les États-Unis, à l'heure actuelle, ressemblent à ça, et c'est sans doute appelé à durer. Je le tiens notamment d'un échange avec quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui est quelqu'un, disons, d'un COMEX, d'une grande entreprise énergétique, très présente aux États-Unis, et qui dit aux États-Unis, à mes yeux, la règle de droit n'a plus de valeur. La règle de droit n'a plus de valeur. Comment est-ce qu'on reconstruit cette confiance? Je ne sais pas, mais ça aura un effet durable, quels que soient encore une fois les démocrates bon teint ou les républicains à l'ancienne qui viendraient à succéder à Trump.
Alors évidemment, dans l'intervalle, il peut y avoir des dégâts, notamment parce que si Trump veut faire de l'isolationnisme, il peut faire une espèce d'isolationnisme étendu en avalant ou en tentant d'avaler le Canada, le Groenland, etc. Et ça, évidemment, ça ne va pas se faire sans accroître le chaos. On sait que la confiance, ça descend par le toboggan et ça remonte par les escaliers. Donc en tout cas, ça va, ce risque pays, cette dévaluation de la confiance américaine, c'est effectivement quelque chose qui va être, je vais dire, qui est une tendance qui n'est pas une tendance de court terme. J'ai 3 minutes. Hein. Allez, vas-y. Oui, mais il y a quand même une variable qui est que la puissance militaire, c'est la puissance américaine. On ne peut pas en fait compter le nombre de canons, le nombre de chars, parce qu'il y a une seule unité de commandement. Au colloque Cyclope, nous avions le général Castres qui évoquait ça. Vous n'avez pas en fait de décision, de capacité de décision militaire à l'échelle européenne. Vous l'avez au niveau des États-Unis. Et ce qu'on observe, c'est que dans cette reconstitution des empires, alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire américaine, mais on pourrait considérer, il y a des territoires qui ont été annexés, le Texas, ainsi de suite, mais qu'il y a eu de l'interventionnisme, bien évidemment, mais que la dimension expansionniste des Américains n'était pas là. Mais face, en fait, à l'expansion de la Chine, il y a quand même cette tentation d'une forme d'impérialisme américain contre des ressources. On voit par exemple en RDC, je n'ai pas vérifié l'information, mais que la RDC donc, a un problème avec évidemment le Rwanda et ce grand sujet autour de l'étain. Et on voit un deal un peu comme en Ukraine, qui d'ailleurs finalement... le plan Marshall, on l'a un peu oublié, mais le plan Marshall avait des clauses disant que les colonies européennes devaient sourcer les Américains sur les métaux stratégiques. Et donc on voit que dans le deal de Trump sur le sous-sol ukrainien, qui a quand même évolué moins défavorablement, enfin je ne sais pas comment le dire, comme dans la RDC, il y a un deal aide militaire versus ressources minérales dans cette idée de la suprématie. Donc malgré tout, il y a un peu une crédibilité du canon qui est présente derrière tout ça. Et dernier point, à la fois je suis d'accord avec toi sur le côté inflation, sauf que dans ce rapport à la vérité, je pense qu'il y a une capacité incroyable de Trump et de son électorat à avaler des couleuvres, et dès lors que tu dis oui mais finalement c'est l'étranger qui ne m'a pas permis de mettre ça, tu vas en fait dans un truc. Si ton objectif c'est le pouvoir, je pense que ça fait pas cette variable où est la vérité et où elle sera maîtrisée, elle est hyper importante. Nous allons rester sur cette pointe d'interrogation qui fait tout le suspense de l'actualité. Merci à nos deux intervenants. Merci à vous d'avoir été là. Et merci à Léonard d'avoir organisé ce beau moment d'échange. Merci.